Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Le 30 juin et le 7 juillet, retenez bien ces dates des élections législatives anticipées après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée par le président de la République. Situation inédite après ces résultats d'élections européennes. On en parle dans quelques instants avec nos invités. L'improvisation théâtrale comme méthode pour retrouver la confiance en soi. Un projet dont on parle avec nos invités dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Loïc Landreau fera la lumière sur la plus jeune candidate au baccalauréat en France. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Loïc. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. L'information principale de cette journée, c'est évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale décidée hier soir par Emmanuel Macron. Un coup de tonnerre, un choc, un séisme politique. C'est la stupéfaction qui domine depuis hier. Il est 21h lorsqu'à la surprise générale, Emmanuel Macron annonce dissoudre l'Assemblée nationale. Il prend acte des scores historiques du Rassemblement national aux élections européennes, près de 32%, loin devant la majorité présidentielle à 14,5%. Il y aura donc de nouvelles élections législatives, vous l'avez dit dans le sommaire, les 30 juin et 7 juillet prochains. Et du côté évidemment du monde éducatif, eh bien, c'est l'incertitude la plus totale. Parce que depuis mai 2022, 4 ministres de l'Éducation se sont succédés, rue de Grenelle, avec tous les troubles que l'on connaît. Dans moins d'un mois, il pourrait y en avoir un ou une cinquième. C'est trop. Pour Cécile Catelin, professeure de lettres modernes à Tours et formatrice en usage numérique éducatif, qui redoute une nouvelle fragilisation de sa profession. Quelle nouvelle proposition, quel nouveau projet, quelle nouvelle directive, quelle ligne véritable. Et j'ai vraiment l'impression que l'éducation, qui doit être un vrai pilier de la République et de la démocratie, est aujourd'hui un pilier que l'on ne renforce pas, mais que l'on effrite lentement mais sûrement, sans véritable vision et j'ai presque envie de dire sans véritable continuité. Je suis désolée de le dire, mais le temps de l'éducation n'est pas le temps de la politique. Enseigner prend du temps, nécessite un cap précis, cohérent. Et la période estivale annoncée ne semble pas du tout, à mon sens, ouvrir un nouveau chapitre constructif et serein. Et sans pilier de l'éducation, on ne peut pas faire nation au sens noble du terme. Donc, des raisons d'être inquiète, car dans cet esprit-là, il n'est pas possible, dans cette incertitude permanente, il n'est pas possible, ou du moins très difficile, de former des citoyens éclairés. Même son de cloche pour Blandine Cossa. Elle est professeure de lettres modernes au lycée Victor Duruy à Paris et elle s'inquiète d'une potentielle arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Si l'extrême droite arrive au pouvoir, on peut craindre des réformes qui cherchent à mettre fin au modèle scolaire des années 70, celui de la démocratisation scolaire, qui certes n'est pas parfait, mais qui repose sur un idéal auquel il me semble qu'on ne doit pas renoncer, celui d'une société dans laquelle l'école essaie, dans la mesure du possible, de remédier aux inégalités sociales. Or, les idées de l'extrême droite en matière d'éducation vont dans le sens inverse, puisqu'elles prônent une orientation précoce des élèves en fonction de leurs résultats. Ce qui, ne nous voilons pas la face, aboutira à un système dans lequel la grande majorité des enfants issus des classes populaires arrêteront l'école tôt, tandis que ceux issus des classes privilégiées poursuivront vers le supérieur. Et vous vouliez aussi revenir sur une anecdote révélée par nos confrères de TF1 hier soir. Beaucoup d'observateurs ont considéré qu'elle était symptomatique de la place de l'école aujourd'hui sur l'échiquier politique. On a appris hier que Nicole Belloubet, donc notre ministre de l'Éducation nationale, avait appris la dissolution en direct dans les studios de la radio RTL. Elle n'était donc pas au courant. Elle ne faisait pas partie de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, celle qu'il a consultée avant de prendre sa décision. Nicole Belloubet a ensuite été convoquée aux environs de 22h à l'Élysée pour une réunion de crise, mais elle n'a ni été consultée ni prévenue alors que cette dissolution plonge le monde éducatif dans l'incertitude. Et c'est aussi la déception pour ces enseignants qui ont consacré des cours spécifiques sur les enjeux européens ces dernières semaines. Ils ont été nombreux, c'est vrai, à organiser des ateliers autour de l'Europe à destination des terminales pour que les primo-votants aient toutes les cartes en main pour voter en conscience. Des jeunes qui se sont majoritairement tournés vers le Rassemblement national. On va retrouver Cécile Catelin, donc professeure de lettres modernes à Tours, qui fait partie de ces enseignants engagés sur la question de l'Europe et qui aujourd'hui se sent triste et démuni face au taux d'abstention chez les jeunes.
Pour échanger avec eux au quotidien, je sais très bien que ce qu'ils me disent, c'est que l'Europe, c'est quelque chose de lointain, d'abstrait, qui ne représente pas grand-chose à leurs yeux. Et c'est ce qui m'amène à dire que finalement, construire une vraie conscience européenne et donc donner envie aux jeunes de voter, il faut les former. Et former, ça ne veut pas dire distiller de ci, de là quelques idées de l'Europe. C'est vraiment une formation digne de ce nom, faute de quoi nous aurons des votes avant tout anti-européens et non pas pour ce que fait l'Europe. Pour moi, c'est des vrais cours pratico-pratiques sur les institutions européennes, que fait l'Europe dans nos vies au quotidien, monter avec eux des projets pour qu'ils agissent en tant que citoyens en devenir. Et pour moi, c'est du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et une autre conséquence de cette dissolution, c'est la mise en pause de différentes commissions et de projets de loi, comme ceux sur la fin de vie, sur la Nouvelle-Calédonie ou sur la protection de l'enfance. Ce sera d'ailleurs l'objet de votre débat dans quelques minutes. Sur un tout autre sujet maintenant, le personnel des cantines scolaires est en grève à Marseille. Les syndicats réclament une baisse de 12% de leur temps de travail, 400 nouvelles embauches ou encore un plan de formation. 3000 agents étaient mobilisés tout au long de cette journée. Ils veulent faire reconnaître la pénibilité de leur quotidien. Vanessa est agente technique à Marseille. Elle dénonce la multiplicité des tâches dont elle a la charge et l'impact qu'elles peuvent avoir sur sa santé. Donc on entretient des locaux, on peut avoir l'entretien des cours, des sanitaires. Et ensuite on a aussi le service cantine, donc ça peut être la préparation des repas, la vaisselle, les réfectoires. Ça peut être aussi l'encadrement des enfants durant la surveillance. Il y a beaucoup de pathologies en fait, qui se cumulent en fait, chez certains agents. Les genoux, les reins, on voit bien les épaules, ça peut être les cervicales. Et après, il y a le bruit. Il y a beaucoup d'agents qui entendent de moins en moins. Et il faut tenir. En plus, aujourd'hui, on nous demande de travailler plus et plus longtemps. Donc, en reconnaissant cette pénibilité, ça pourrait redonner un peu de morale aux agents. Ça pourrait les remotiver. Et ça nous permettrait de nous reposer un petit peu, de recharger un peu les batteries. Le syndicat Force ouvrière souhaite négocier un mercredi sur 2 sans travail et 5 jours de repos compensatoire conditionnés à 20 minutes de travail supplémentaires par jour. Pierre Huguet, qui est adjoint au maire en charge du dossier, rappelle que la ville de Marseille propose, je cite, une baisse de 48 heures du temps de travail annuel, soit l'équivalent de 8 mercredis par an. La grève pourrait se prolonger jusqu'à mercredi, date à laquelle un comité social territorial doit se tenir entre la mairie et les syndicats. Et on termine avec le bac de philo des humoristes qui se tiendra le 18 juin prochain. Date de la réelle épreuve de philosophie et du début du bac. Ce sera à 20h au Théâtre Libre de Paris. Une initiative du comédien Karim Duval. 10 humoristes vont proposer des sketchs en lien avec les sujets du bac de philo qui seront tombés le matin même. Ils vont avoir toute la journée pour plancher, pour écrire, pour réfléchir et ensuite interpréter leurs sketchs sur scène. Karim Duval, qui était l'invité de France Info ce samedi, il raconte l'origine du projet. Ça date d'une frustration, je pense, du fait que, en fait, moi, le bac, l'année terminale, j'ai un peu traversé, j'étais trop jeune, on est souvent trop jeune pour faire de la philo, et à la fois déjà trop âgé. Je pense que la philo, il faudra en faire déjà beaucoup plus tôt, dès l'enfance, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit réservé à une année d'examen, en fait, on l'associe à l'examen, et je l'ai fait trop tôt, parce qu'après, on mûrit, et on n'en fait plus vraiment, en tout cas pas de manière officielle, et on en fait en mûrissant, et on est confronté à des sujets, c'est la philo, c'est un peu la vie, quoi, ouais, tout le temps, partout. La vie, ouais. Et donc, il y a cette frustration d'être passé à côté d'un truc. Et donc, depuis le bac, je crois que chaque année, je regarde qu'est-ce qu'il y a eu comme sujet de philo. Et qu'est-ce que j'aurais pu dire? S'il y a un petit côté alléchant à voir les sujets, c'est beau, un sujet de philo. Et donc je dis, tiens, et au bout de 5 minutes, on est déjà happé par le quotidien et par autre chose. Et puis on zappe et on dit, ça aurait été beau. Et puis chaque année, je dis, tiens, ça serait sympa. Et puis, depuis que je suis humoriste, j'ai croisé les deux, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'en parler. Il y aura donc Tania Dutel, Alex Vizorek, Alexandra Pizzagalli, Victor Vincent, qui est humoriste mais surtout mentaliste, ou encore Yann Guillarme, entre autres. La billetterie est ouverte pour ceux qui voudraient philosopher et rigoler, ce qui n'est évidemment pas incompatible, puisque, comme disait Rabelais, le rire est le propre de l'homme. Merci beaucoup Loïc. Il est à peine 21h hier soir quand Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale à la surprise générale. Des élections européennes qui donc bouleversent le paysage politique français. Alors que comprendre de cette situation? Qu'est-ce qui nous attend pour les 3 semaines à venir et aussi pour les années à venir? On en parle avec nos invités.
Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Liès Loufoque. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes militant des droits de l'enfant. Yann Brossa également, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes sénateur de Paris, porte-parole du PCF. Alors, au lendemain de cette soirée historique, on le dit sur un certain ton, la France se réveille abasourdie, voire avec la gueule de bois, avec de nouvelles élections donc prévues dans 3 semaines pour le premier tour. Je rappelle les dates, donc 30 juin et 7 juillet. Est-ce que c'est une situation inédite, Yann Brossa, déjà, à la suite de résultats d'élections européennes, ou un schéma que l'on connaît bien déjà ? Ah non, c'est une situation qui est complètement inédite à double titre. D'abord, une dissolution qui fait suite à une élection européenne, ça ne s'est jamais vu. Et puis par ailleurs, ce qui est inédit aussi, c'est le risque, le péril de voir l'extrême droite gagner les élections législatives. Ça, dans la Ve République, on n'a jamais eu un tel péril qui appelle, de mon point de vue en tout cas, une unité de la gauche, des républicains, de ceux qui ne se résolvent pas à ce qu'une bande de racistes s'empare de Matignon. Et je pense que ce sera ça l'enjeu du scrutin qui a lieu dans quelques semaines maintenant. Alors, c'est pas la première fois quand même que le parti d'extrême droite remporte les européennes, mais avec un tel écart, Liès Loufoque, on ne l'avait pas encore vu parce que c'est à peine 15% pour le parti d'Emmanuel Macron, contre presque 31% pour Jordan Bardella. On est quand même dans un écart monumental. Oui, c'est un choc. Enfin, c'est vrai que le réveil ce matin a été extrêmement brutal et douloureux. Je pense à tous les activistes, les militants sur les sujets de société, que ce soit les causes écologiques, les causes LGBT, les causes féministes, les personnes qui luttent pour les personnes handicapées ou moi pour les droits des enfants. On a tous là depuis ce matin cette boule au ventre et cette inquiétude de voir le fascisme arriver à Matignon et prendre les rênes de notre pays. Les conséquences risquent d'être dramatiques et c'est pour ça que ces 3 prochaines semaines, elles sont cruciales. Monsieur Brossa disait à l'instant qu'il fallait absolument que la gauche s'unisse, que le champ républicain fasse alliance pour peser dans les prochaines élections législatives. Je crois que la société civile aura également son intérêt à agir à leur côté. Il est plus que temps de nous mobiliser, c'est une évidence aujourd'hui. On va en parler évidemment des alliances, mais je rebondis sur un mot que vous avez dit parce que les mots ont de l'importance, vous parlez de fascisme. Oui, clairement. On parle de fascisme pour une raison assez simple, c'est que la colonne vertébrale du programme de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, du Rassemblement national, c'est la préférence nationale, c'est la distinction entre les êtres humains, c'est ne pas accorder les mêmes droits en fonction de la couleur de peau, de l'origine et de la nationalité qui est la nôtre. Cela contrevient à toutes les valeurs qui ont été jusqu'à présent défendues en France et qui faisaient notre honneur. Et c'est pour moi l'élément d'ailleurs le plus inquiétant de tous les éléments qui figurent actuellement dans leur programme et dans la politique qu'ils disent vouloir conduire. Yann Brossa, vous partagez ce point de vue, le point de vue finalement d'une continuité avec Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Jordan Bardella, pardon. Et bien sûr, et d'ailleurs, toute l'ambiguïté entretenue par le Rassemblement national sur sa affiliation raciste est en train de tomber, puisque dès aujourd'hui s'engagent des négociations entre Madame Le Pen et sa nièce, Madame Maréchal Le Pen, et donc avec le parti d'Éric Zemmour, le même qui d'ailleurs a été condamné à de très nombreuses reprises pour incitation à la haine raciale. Donc tout ça, c'est la même chose. Et donc, si jamais demain, ces gens-là devenaient majoritaires à l'Assemblée nationale, cela signifie qu'on aurait Madame Maréchal Le Pen, Monsieur Zemmour, ministre de la République. Et donc, au fond, le choix auquel sont confrontés les électeurs, il est extrêmement simple. Est-ce qu'on veut cela? Est-ce qu'on veut rompre avec tout ce qui fait notre pays, le principe fondamental qui est que les gens naissent libres et égaux en droit? Cela, le Rassemblement national dit qu'il veut rompre avec ce principe puisqu'il prévoit ce qu'ils appellent la préférence nationale, c'est-à-dire l'idée que sur le territoire français, on serait plus ou moins égal selon son origine. Je crois que si on ne veut pas ça, il va falloir une très grosse mobilisation lors de ces élections législatives. Oui, mais alors justement, vous parlez de l'alliance des droites, mais il y a forcément aussi l'alliance des gauches. Cette mobilisation dont vous parlez, quand vous parlez d'un parti raciste, je reprends vos mots, on parle d'un parti antisémite de l'autre côté Mélenchon. Est-ce que vous, par exemple, vous seriez d'accord pour aller faire alliance aussi avec toutes les gauches?
Mais moi, je pense que quand on est confronté à un péril comme celui-là, à un danger comme celui-là, évidemment qu'il faut que la gauche se rassemble. Alors la réalité électorale n'est pas tout à fait la même en 2024 qu'en 2022, mais en tout cas, bien sûr qu'il faut être capable de se rassembler. Puis quand même, il y a des gens qui ont été condamnés pour racisme, pour antisémitisme. C'est l'extrême droite. À ma connaissance, personne à gauche, en tout cas parmi les personnes qui sont susceptibles de gouverner demain si la gauche gagnait, n'a été condamné pour des propos ou pour des actes de nature raciste ou antisémite. Donc je refuse qu'on mette un signe égal entre la France insoumise, avec laquelle par ailleurs je peux avoir des divergences, et le Rassemblement national. Ça n'est pas la même chose. Et donc bien sûr, il faudra que la gauche se rassemble, il faudra qu'on mette de côté un certain nombre de querelles. Ça ne veut pas dire qu'on pense la même chose sur tous les sujets, mais sur l'essentiel, sur la question des salaires, de la rémunération du travail, le fait d'abroger la réforme des retraites, sur la question de la défense, de l'hôpital, de l'école, on est capable de se mettre d'accord et c'est là-dessus qu'il faut faire campagne. Donc vous allez répondre à l'appel de François Ruffin de créer justement ce front populaire avec toutes les gauches ensemble réunies pour pouvoir combattre l'arrivée du RN évidemment en majorité à l'Assemblée ? Bien sûr, et Fabien Roussel l'a dit très clairement d'ailleurs dès hier soir, notre objectif c'est l'unité. Il n'y en a pas d'autre, et donc c'est de se présenter unis devant les électeurs dans chacune des 577 circonscriptions. Il serait inenvisageable, complètement incompréhensible, que dans un contexte comme celui-là, face à ce danger-là, la gauche ne soit pas capable de se rassembler, et donc je suis convaincu que nous y arriverons. Et d'ailleurs, la gauche ce sont des forces politiques, mais c'est aussi, Lias Loufoque l'a dit tout à l'heure, des associatifs, des syndicalistes. On doit être capable de construire ce qu'on a fait pendant le Front populaire, c'est-à-dire un rassemblement très large de forces politiques, de forces sociales, pour mettre en échec le Rassemblement national et puis aussi redonner de l'espoir à beaucoup de gens qui ne croient plus en la politique et qui ont envie que ça change. C'est à eux qu'il faut être capable de répondre. Lorsqu'on a vu le score, Lias Loufoque, du parti Rassemblement national pour les élections européennes, est-ce qu'il vous a semblé que c'était un acte démocratique de la part du président de la République que de dissoudre l'Assemblée ? Alors moi j'ai trouvé ça extrêmement grave et irresponsable en réalité. Quand le score du Rassemblement national est aussi élevé dans les sondages, dissoudre l'Assemblée nationale et prendre le risque de permettre l'accession au Rassemblement national aux plus hautes fonctions de notre pays, c'est mettre dans une situation terrible tout un ensemble de la population parmi lesquels les plus vulnérables. Je pense qu'il aurait fallu attendre, je pense qu'il aurait fallu laisser retomber la pression plutôt que de le faire dans de très mauvaises conditions. 3 semaines de campagne, c'est extrêmement court. Ça va être très difficile de s'organiser et de peser avec force en aussi peu de temps. Alors on va le faire et on va tous se relever les manches pour remplir ce défi. C'est une évidence, nous n'avons plus le choix. Mais le timing est extrêmement inquiétant et extrêmement mauvais, ça c'est une évidence. Alors justement, on a parlé de coup de poker, Yann Brossat, de la part du président de la République. Selon Luc Robin, qui est politologue, il disait son idée c'est de tendre un piège au Rassemblement national qui va avoir du mal à trouver des candidats de qualité, je cite, dans 577 circonscriptions. Je pense que l'idée c'est de jouer quelque chose avec la droite. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Brossat ? Je pense qu'en tout cas, si le calcul est celui-là, il est extrêmement périlleux. Après, moi, je vais vous dire les choses très sincèrement. Je n'ai pas peur du peuple. Et donc, cette élection a lieu et j'ai confiance dans le fait qu'à gauche, nous soyons capables à la fois de nous réunir, de nous rassembler et de remporter cette élection. Et nous allons mettre toutes nos forces dans la bataille pour gagner. Et je le dis aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont abstenus. Il y a certes une abstention en baisse aux élections européennes cette fois-ci, mais enfin, il reste plus de 40% de Français qui n'ont pas voté à ces élections européennes. Parmi eux, il y en a beaucoup, j'en suis certain, qui ne veulent pas que l'extrême droite s'empare du gouvernement de la France. Et donc, nous allons tout faire, non pas seulement pour résister à l'extrême droite, mais pour gagner ces élections législatives et faire en sorte qu'on ait enfin un gouvernement qui améliore la vie des gens. Et puis après, je vous le dis aussi, le gouvernement en place, Macron, ses ministres, son gouvernement ont très largement
contribué au score du Rassemblement national. Quand ils ont imposé la réforme des retraites contre l'écrasante majorité des Français, quand ils ont banalisé le Rassemblement national comme ils l'ont fait, y compris en élisant des vice-présidents Rassemblement national à l'Assemblée, ils ont contribué à banaliser le RN. Donc aujourd'hui, ils sont disqualifiés et ce sera au fond un combat entre la gauche, dont je souhaite qu'elle soit rassemblée d'une part, et l'extrême droite d'autre part, et ce sera aux électeurs de trancher. Yann Brossat disait à l'instant que le gouvernement avait contribué à banaliser le Rassemblement national. Moi, j'irais même plus loin. Il a contribué à mettre en œuvre ces mesures. Je pense ici à la loi immigration, à la loi asile-immigration, qui, pour les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, prévoit déjà une forme de système de préférence nationale en interdisant, par exemple, pour les mineurs non accompagnés, la protection après l'âge de 18 ans, qui est de droit pour les enfants de nationalité française, sous le simple motif qu'ils aient une nationalité différente, alors que leur condition est finalement la même que n'importe quel autre enfant placé. Donc il y a vraiment aujourd'hui des exemples dans ce qui a pu être voté avec la complicité de la majorité présidentielle au Parlement, très concret d'une entrée dans la loi du programme de Marine Le Pen. Beaucoup de conséquences évidemment à prévoir avec cette dissolution. Alors en plusieurs temps, hein. Déjà on va parler de ces 3 semaines qui arrivent, qui vont être 3 semaines très compliqué. On peut imaginer effectivement à la fois des manifestations, de protestations dans la rue. On a parlé du taux de participation ou alors d'abstention au choix. Soyons positifs, taux de participation qui était plus élevé pour les européennes. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, Yes Loufoque, vous qui êtes proche justement de la jeunesse française, qu'il va y avoir un sursaut électoral pour les législatives? Oui, bien sûr, il va y avoir un sursaut. Bien sûr, les jeunes vont aller aux urnes. Bien sûr que le peuple de gauche va largement, massivement se mobiliser pour une raison qui est simple, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Encore une fois, l'accession du Rassemblement au pouvoir, c'est la destruction de milliers de vies dans ce pays, et parmi lesquelles des vies de personnes les plus vulnérables. Les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes étrangères, les personnes migrantes, les réfugiés, les personnes LGBT. Enfin, je veux dire, c'est pour nous, au quotidien, une politique du Rassemblement national aurait des effets dévastateurs. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Et on a des exemples dans le monde entier de pays qui ont succombé à cette tentation et qui, aujourd'hui, souffrent énormément. La Hongrie de Viktor Orban, l'Italie de Giorgia Meloni qui a supprimé le RSA et plongé des dizaines de milliers de ses concitoyens dans une pauvreté immense. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est de ça dont on a réellement envie pour nous en France? Certainement pas. On ne peut pas parler de toutes les commissions qui sont en cours, mais en tout cas, les grands points stratégiques, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quelles conséquences l'arrivée donc, du RN, à majorité ou pas, mais en tout cas de Jordan Bardella en tant que Premier ministre, qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour notamment l'enfance et la jeunesse en France? Alors, pour la protection de l'enfance, ce serait une catastrophe parce que l'élément central aujourd'hui du programme du Rassemblement national, et ça a déjà été dit, c'est la préférence nationale. Si Jordan Bardella et Marine Le Pen souhaitent imposer une politique de préférence nationale en France, ils vont devoir transformer la Constitution. Mais pour les enfants, c'est également sortir de la Convention de New York, donc de la Convention internationale des droits de l'enfant qui interdit les politiques de préférence nationale. Sortir de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est retirer à l'ensemble des enfants de notre pays leurs droits. Voilà. Pourtant, il y a de nombreux points qui ont été repris d'ailleurs de vos propositions dans le programme du Rassemblement national. C'est très paradoxal, oui, je pense que c'est d'ailleurs très paradoxal, c'est-à-dire qu'un certain nombre de propositions qui sont formulées depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, pour améliorer le système de protection de l'enfance en France sont en effet repris dans le programme du Rassemblement national. Moi, ce qui m'angoisse le plus, mais c'est vraiment cette question de la préférence nationale. On ne peut pas avoir la prétention d'élaborer une politique digne de ce nom de protection de l'enfance dans notre pays si on commence à trier les enfants étrangers des enfants de nationalité française. Ça n'a aucun sens. Donc ce serait sur le plan des valeurs, sur le plan juridique, sur le plan des conséquences, un drame immense. Parce que ce seraient des enfants qu'on va laisser à la rue, qu'on n'acceptera pas dans nos foyers, dans nos familles d'accueil. Ce seraient des enfants finalement qui seront livrés à eux-mêmes, sans soins, sans éducation, sans avoir la capacité
incapacité de subvenir à leurs besoins qu'on va laisser mourir sur nos trottoirs. Voilà, du coup, elle peut, Marine Le Pen, reprendre un certain nombre de nos propositions sur la présence systématique des avocats auprès des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance ou la création d'une instance nationale indépendante de contrôle. Ça ne sera jamais digne d'une politique de protection de l'enfance si cela s'accompagne d'une politique de préférence nationale. Quelle stratégie a adopté Ian Brossat face à ces 3 semaines qui nous attendent, qui vous attendent là? Je parle. D'abord, faire la clarté sur ce qu'est le Rassemblement national, on en parlait tout à l'heure. J'ajoute que le Rassemblement national, contrairement à ce qu'il veut nous faire croire, n'apportera aucune avancée sociale. Et je le dis parce que beaucoup d'ouvriers, d'employés qui ont du mal à boucler leur fin de mois ont pu glisser un bulletin Bardella ce dimanche. Je veux leur dire que le Rassemblement national ne réglera rien. D'ailleurs, le RN a voté main dans la main avec les macronistes contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur les prix, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça, ce sont des faits. D'ailleurs, dans notre pays, il n'y a aucune avancée sociale, aucun progrès social qui doive quoi que ce soit à l'extrême droite. Rien, jamais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que si on a envie qu'il y ait une grosse mobilisation à l'occasion de ces élections législatives, il faut redonner de l'espoir. Et donc, moi, mon souhait, c'est que la gauche soit capable de se mettre d'accord sur 10, 15 mesures d'urgence immédiates qui permettent d'améliorer la vie des Français sur les salaires, la rémunération du travail, les retraites, faire en sorte qu'on vive mieux. C'est pour moi l'urgence et c'est là-dessus qu'on doit être capable de se mettre d'accord très très vite. N'oubliez pas les enfants, hein. Je le dis à chaque fois parce que bon, dans les programmes électoraux et même à gauche parfois, les enfants passent un petit peu à la trappe. Donc cette fois-ci, s'il vous plaît, soyez à la hauteur des enjeux, n'oubliez pas les enfants. Mais quand vous dites ça, Elias Loufoque, c'est pas innocent. C'est-à-dire que vous avez l'impression aussi que peut-être la gauche est passée aussi un peu à côté finalement de certaines préoccupations des Français. Et pardon, on en discute, Ian Brossat, on est là pour ça, hein, mais est-ce que c'est ça aussi qui prévaut aujourd'hui? La grande thématique qui a marché côté RN, c'est la sécurité. Finalement, peut-être que aussi la gauche peut se placer dans la sécurité et la protection de l'enfance. Oui, bien sûr. Alors, il y a des partis politiques qui ont formulé des propositions en faveur d'une réforme du système de protection de l'enfance, d'une amélioration des droits des enfants en France. Ces propositions ne sont pas nécessairement reprises par tous les partis de gauche dans notre pays. Je trouve ça dommage. Je pense que chaque parti a de bonnes idées pour les enfants. De moins en moins de partis, alors particulièrement à gauche, oublient de traiter des questions d'enfance et de protection de l'enfance. Après, ça reste quand même relativement assez insatisfaisant face aux enjeux. Je rappelle quand même que la pauvreté infantile dans notre pays ne cesse d'augmenter. Que le nombre d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance explose. Nous n'avions jamais connu un nombre aussi élevé d'enfants à protéger dans notre pays. Les enfants victimes de violences, de maltraitance restent sans protection parfois pendant plusieurs années, quand bien même la justice a ordonné une mesure de protection. Donc il y a vraiment des enjeux très forts, moi, sur les sujets qui m'intéressent. Et sur le plan de la justice aussi, pour tous les enfants qui ont été agressés sexuellement, qui ont été violés, tous ces cas qui n'ont pas été jugés. C'est votre position là-dessus par rapport justement à la position de la gauche et la position de la droite? La gauche appelle de toute façon à une réforme de la justice et un renforcement des moyens alloués à la justice. Moi, je pense qu'il faut renforcer les moyens, surtout de la justice civile, en l'occurrence, qui est le parent pauvre aujourd'hui de la justice. Quand vous allez dans un cabinet de juge des enfants, c'est pas 300 dossiers que ce juge a à traiter. C'est dans certains départements, dans certaines juridictions, 600, 700, 800. C'est 40 audiences par semaine, c'est 75 heures de travail, c'est l'incapacité de pouvoir rédiger des décisions à temps et en heure, l'impossibilité de les faire exécuter, etc. Donc oui, il y a évidemment tout un pan de la justice qui nécessiterait d'être réformé et je pense que la gauche pourrait y prendre toute sa part. Une réponse à cela, Ian Brossat? Mais je partage tout ce qu'a dit Elias Loufoque et d'ailleurs au moment où il y a eu le débat autour de la loi immigration au Sénat, nous sommes montés au créneau sur ce sujet et sur les dangers, notamment d'un certain nombre de mesures contenues malheureusement dans cette loi. Mais bien sûr que la question de l'enfance, la question de la protection de l'enfance et au-delà de ça, la question de l'avenir de notre jeunesse, ça doit être au cœur de notre projet. Je pense aussi beaucoup aux questions de l'école. Quand on voit la situation dans laquelle est l'école publique aujourd'hui, qui a été considérablement dégradée, clochardisée pour le dire très clairement, on a besoin d'en faire une priorité majeure parce que c'est l'avenir de notre pays.
Une priorité majeure avec quoi? Avec plus d'argent, un budget plus important? Parce que, par exemple, dans le programme du Rassemblement national, c'est une revalorisation de 20% du salaire des enseignants et des propositions pour la construction de 100 000 logements étudiants. Alors ça veut dire quoi? Avec quel argent on fait ça? Mais d'abord, le Rassemblement national, sur la question de l'école, propose de favoriser considérablement l'école privée au détriment de l'école publique. Or, ce dont on aurait besoin aujourd'hui, c'est de mettre le paquet sur l'école publique, notamment pour la rendre plus attractive vis-à-vis d'un certain nombre de parents qui font le choix de l'école privée, qui parfois se saignent aux quatre veines d'ailleurs pour financer l'école privée de leurs enfants. Et pour le reste, je le redis, nous, à gauche, nous devons être les défenseurs d'une éducation nationale de qualité, d'une éducation nationale à laquelle on donne les moyens de fonctionner. J'ai été enseignant plusieurs années. Quand je vois l'état de l'école aujourd'hui, mais c'est à désespérer. Quand vous voyez qu'on embauche aujourd'hui des enseignants dans le cadre de speed dating, mais enfin c'est quand même invraisemblable que dans la 16e puissance économique du monde, on en soit arrivé là. Et donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette le paquet, parce que c'est la priorité absolue. 10 secondes de mot de fin, Lies Loufoque. Le mot de fin, pour moi, va être très simple. C'est si la gauche revient au pouvoir, qu'elle gagne ces élections législatives. Moi, j'ai deux demandes à formuler, parce que l'annonce de la dissolution, pour nous, a eu des conséquences déjà assez catastrophiques. La première d'entre elles, ça a été la suppression de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance qui était en cours à l'Assemblée nationale et qui avait démarré ses travaux il y a 3 semaines. Il faut impérativement que la gauche recrée cette commission d'enquête pour faire la lumière sur l'ensemble des dysfonctionnements de notre système de protection de l'enfance. Et puis, ça a également été de facto la suppression, la disparition de la délégation parlementaire aux droits des enfants à l'Assemblée nationale. J'espère qu'elle sera également remise en œuvre et recréée. Oui, stoppé net hier soir. Merci beaucoup. Merci Lies Loufoque, militant des droits de l'enfant. Merci d'avoir été avec nous sur le Grand JT, ainsi que Yann Brossat, sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste français. Merci. Eh bien, de toute façon, on va se revoir assez vite, je pense. Merci à vous deux. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Sergio Gomez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur artistique régional du trophée d'improvisation de la Fondation Culture et Diversité. Et vous êtes aussi directeur de la compagnie La Fabrique de Kairos. Et on a également Basile qui est avec nous. Basile Boulamatari, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes élève de 3e au collège Saint-Jean à Meudon. Alors, vous avez participé à la fameuse finale dont on va parler. Le théâtre d'impro, j'aimerais bien qu'on puisse redire ce que c'est, parce que c'est assez vague. Certains connaissent, ont la chance de connaître, parce que c'est absolument génial, mais finalement ça reste quand même assez flou. Oui, alors si on définit l'improvisation théâtrale très rapidement, c'est une discipline à part entière, hein, c'est pas juste un exercice, l'improvisation théâtrale, nous on le pratique vraiment comme une discipline à part entière. Je sais que l'impro c'est un outil de formation des comédiens, mais nous c'est vraiment une vraie discipline qu'on pratique en tant que telle. Et l'idée de l'improvisation, c'est, et telle que nous on la transmet et on la pratique, c'est de permettre à des gens de pouvoir créer des choses ensemble sans se connaître, sans ne rien avoir prévu, juste en étant très à l'écoute de ce qui se passe, très à l'écoute d'eux-mêmes, et voilà, créer sur l'instant. C'est ça l'improvisation théâtrale. Certains disent que ça peut s'apparenter un peu à un match de boxe finalement. On est sur un ring et on s'affronte, mais c'est l'affrontement qui est bienveillant, mais c'est un affrontement à la fois intellectuel, à la fois oratoire. Exactement, alors ça c'est un format particulier qui est le match d'improvisation théâtrale, c'est ce qu'on fait nous, notamment à la Fondation. Alors c'est une histoire qu'on raconte au public, ça, le match d'impro. L'affrontement, c'est une histoire qu'on raconte. Quand on est sur scène, on joue avec l'autre. On joue avec l'équipe d'en face, parce que si on ne joue pas avec l'équipe d'en face, ça ne marche pas. Voilà. Alors Basile Boulamatari, comment ça s'est passé la première fois que vous vous êtes dit, finalement le théâtre d'impro, pourquoi pas? Ça m'attire. C'est quand ma prof de français est venue me voir en cours et m'a dit que j'étais pris pour les sélections, enfin la finale régionale d'impro. Et au début, on faisait déjà des cours avec Sergio, avec ma classe. Il n'y avait pas tout le monde qui était enchanté de faire impro, parce qu'on avait commencé mi-année avec du retard. Et ça arrive comme ça sur moi. Et au début, j'étais un peu réticent à l'idée de faire de l'impro. Pourquoi? Pour moi, c'était pas quelque chose à laquelle j'étais doué. Je fais déjà du théâtre, mais l'impro, c'est pas quelque chose qui
qui me faisait plaisir. C'était plus l'idée de vous baser sur un texte qui vous plaisait, d'endosser un rôle, voilà, finalement au départ. Aller sur scène avec déjà des bagages, alors que là on dit d'aller sur scène avec rien. Littéralement rien. le goût du risque, tout d'un coup, on est au bord d'une falaise et on a l'impression d'y aller. C'est un peu ça que vous avez ressenti? Ouais. Et vous n'avez pas été excité tout de suite. Vous avez dit, bon, pour l'instant, déjà, je fais du théâtre, c'est quand même pas mal. Déjà, je me suis pas mal mis en danger, c'est ça? Peut-être que le reste est trop risqué? Il y avait beaucoup de peur, surtout parce que, comme je l'ai dit, on n'a rien. En fait, on prépare rien. C'est plus par la rencontre avec les autres qu'on arrive à construire quelque chose lors des matchs et des représentations. On le voit même avec les points, hein, c'est que, je dis bien, c'est un vrai match, la rencontre avec l'autre. Finalement, on va parler, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'on lance un sujet, on lance un thème, c'est quoi, une émotion? Comment ça se passe? On peut s'appuyer sur plein de choses pour commencer une improvisation. Alors, la matière qu'on donne, généralement, oui, c'est un mot, une phrase, et à partir de là, on laisse le cerveau travailler tout seul, et c'est le cerveau qui va nous guider. Alors, soit c'est une image qui nous vient, donc un lieu, on peut partir d'un lieu, d'une émotion, d'une situation. Donc c'est vraiment très, très varié. Alors, il y a eu donc un trophée d'improvisation. Exactement. La finale a eu lieu, la finale nationale, attention, a eu lieu à Paris lundi 3 juin, au Théâtre National de la Danse. Hein. C'est quand même pas un endroit anodin, sublime. Un lieu extraordinaire. Voilà, lieu absolument sublime. À l'initiative, donc je rappelle quand même que ce trophée d'impro, c'est à l'initiative de Jamel Debbouze et aussi de Marc Ladré de la Charrière. Et c'est orchestré donc au niveau national par la Fondation Culture et Diversité. Comment l'idée, je disais donc l'improvisation, certes, par le théâtre, mais au départ, le théâtre, comment c'est venu? C'est parce qu'en fait, vous étiez obligé à l'école ou déjà tout petit, vous vous êtes dit, ça me plaît pas mal quand même de jouer? Le théâtre, c'est moi qui ai choisi de le faire, mais l'impro, c'est arrivé comme ça. C'était une obligation de ma prof de français qui nous a obligés à assister à ces cours. Et voilà. Et là, quand vous avez participé à ce trophée, ça a été compliqué pour vous de passer les étapes, l'arrivée en finale? La finale nationale, ça a été très, très stressant. Le jour où on est arrivé, je connaissais beaucoup... non, je connaissais personne. Mais c'est vraiment impressionnant parce qu'en seulement 1 heure ou 2, on arrive à devenir amis avec un peu tout le monde, quoi. Et c'est ça qui une fois sur scène, te rend un peu invincible. C'est vrai que ça vous rend invincible parce que quoi? Parce que vous avez l'impression que l'amitié est partagée? Parce que vous avez ce désir commun de pouvoir être un bon orateur? Ce désir de créer quelque chose avec une personne qu'on connaît très peu, finalement. C'est l'objectif? Oui, c'est ça. C'est comment on arrive à s'ouvrir aux autres, même aux personnes qu'on ne connaît pas. On est dans cet état d'esprit ultra positif, ultra ouvert. Et si l'autre est dans le même état d'esprit, on construit des choses magnifiques ensemble. Et on l'a vu pendant ces 3 jours. Parce que la finale du trophée d'impro a duré 1 journée. Mais nous, on a été en immersion avec les jeunes pendant 3 jours. On les a accueillis le dimanche dans une auberge de jeunesse où tous ont fait connaissance. On a fait des petits ateliers de rencontres. Donc il y a eu vraiment tout ce temps où ils se sont... rencontrer les uns les autres. Et ils sont tous dans le même état d'esprit, c'est ça qui est génial. Et c'est ce qui favorise la rencontre, c'est que, tous dans le même état d'esprit et donc on y va, quoi. Plusieurs jours avec 30 heures d'atelier d'improvisation, c'est ça? Animé par un intervenant professionnel? Exactement ça. Alors ça, c'est le programme du Trophée d'Impro Culture et Diversité sur l'année. Donc la Fondation travaille avec une trentaine de compagnies partenaires, dont ma compagnie sur l'Île-de-France. Donc nous, on intervient sur l'Île-de-France. Et le programme, c'est 30 heures d'atelier sur l'année. Avec des rencontres en fin d'année, donc un match dans le collège, match intra, et ensuite on en arrive aux phases où il y a les finales régionales et nationales ensuite. Combien de compagnies créées, sont fédérées, et combien de collèges touchés? Là, cette année, il y avait 31 compagnies partenaires, et les collèges, il y a 130 établissements, près de 2000 jeunes, donc c'est vraiment assez conséquent. Depuis le début du programme, parce que le Trophée d'impro existe depuis 2010, il a été créé en 2010, donc ça fait 14 ans. Il y a à peu près 10 000 jeunes qui ont été formés à l'improvisation théâtrale, donc c'est assez énorme. Et donc au-delà de cette expérience de la finale, effectivement, et de ces amitiés que vous avez créées, comment ça s'est passé tout au long de l'année pour vous? Nous, du coup, on a eu un petit problème avec mon collège, c'est qu'en fait, on a commencé vers le milieu de l'année. Donc on n'a pas eu, moi j'ai pas eu par exemple la préparation d'autres enfants de France à l'improvisation, surtout que moi j'ai commencé cette année, mais ça s'est fait assez vite
et on se met vite à l'aise dans les cours d'impro avec la classe. Le théâtre, ça fait combien de temps que vous en faites ? 2 ans. D'accord, 2 ans de théâtre et 1 an d'impro, donc du coup. Ouais. Ah oui, et on arrive en finale. Waouh, ça va vite quand même, hein ? Ça va vite. C'est génialissime. Et alors après, une fois qu'on a goûté à ce plaisir-là, est-ce que finalement vous vous dites il faut que j'aille me tester davantage dans les cafés d'impro, dans les théâtres d'impro, même public, pourquoi pas ? Oui, on se dit qu'on a un petit talent pour improviser. Et du coup, on essaye de faire des films, des trucs, de jouer. Et c'est vrai que pourquoi pas continuer à faire de l'improvisation dans une compagnie ou jouer au cinéma. Qu'est-ce que ça vous apporte ? D'improviser, de participer à ces cours. Beaucoup de plaisir. Hein. Ça remonte pas mal d'ego. Parce qu'on se dit qu'on peut faire quelque chose avec l'improvisation, qu'on peut construire quelque chose en très peu de temps. Et moi, ça me plaît pas mal. Ouais. Un conseil pour tous ceux qui veulent démarrer ? Juste y aller en fait, hein. Ouvrir un atelier, la porte d'un atelier d'impro, se dire que c'est pas dangereux. On va pas demander à quelqu'un qui arrive dans un atelier de nous jouer une impro solo pendant 10 minutes. Non, c'est très très bienveillant, on prend le temps de rentrer doucement dans la discipline. Donc n'hésitez pas allez-y et amusez-vous. C'est vraiment que de l'amusement, hein. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau du Grand JT. Merci de nous avoir accueillis. Je rappelle que vous êtes directeur artistique régional du trophée d'improvisation de la Fondation Culture et Diversité, également le directeur de la compagnie La Fabrique de Kairos. Et Basile Boulamatari, merci également d'être venu sur ce plateau, élève au collège Saint-Jean à Meudon. Et vous avez donc participé à la finale, vous êtes arrivé combien ? Je sais pas du tout. Il n'y a pas de classement. Ah, très bien. Il n'y a pas de classement. C'est bien ça. Il y a les 2 équipes finalistes qui font la finale et un match des étoiles, donc un jeune par équipe qui a fait un joli match de gala. Alors si je peux me permettre juste de rectifier, Basile est au collège Armand de Béjart. Ah d'accord. Voilà, c'est Armand de Béjart. C'est pas grave, je se plante, c'est pas grave. Et voilà, et on les salue. Ok, pardon. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. On va retrouver tout de suite Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, cette semaine, vous vouliez mettre en lumière une très jeune fille qui va passer le bac la semaine prochaine. Écoutez bien et accrochez-vous, elle a 9 ans. 9 ans, et oui, elle va passer son bac à partir du 18 juin prochain. C'est un record dans l'histoire du baccalauréat depuis sa création en 1809, surtout depuis sa première édition. Donc c'est une épreuve, comme vous le savez, mise en place par Napoléon Ier. Il n'y avait jamais eu de candidate aussi jeune depuis cette époque. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, le plus jeune candidat était âgé de 12 ans. Mais oui, 9 ans, on est quand même en CM1, normalement CM2, en quelque chose comme ça. Oui, CE2. Ouais. Bon, alors, quelles informations précises on a sur cette jeune fille, cette très jeune fille de 9 ans ? On ne sait pas grand-chose. Pourtant, tous les médias en ont parlé ce week-end, mais évidemment, ses parents, comme le ministère de l'Éducation nationale, la protègent, hein, et c'est bien normal. En fait, tout a commencé vendredi, quand le directeur général de l'enseignement scolaire, qui s'appelle Édouard Geoffrey, a présenté les informations relatives au baccalauréat 2024, comme c'est de coutume chaque année. Et dans les chiffres clés de la présentation qu'on a découvert, eh bien, il y avait cette jeune fille de 9 ans qui se présentait au bac. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est scolarisée à domicile, elle fait ses études via le CNED, et c'est une élève de l'Académie de Strasbourg. Elle s'est inscrite donc en candidate libre, avec des spécialités mathématiques et physique-chimie. Elle a récemment passé des épreuves ponctuelles qui correspondent au contrôle continu pour se remettre à niveau et surtout valider sa capacité à participer au bac. Et tout ça induit donc, tenez-vous bien encore une fois, qu'elle a réussi son bac de français l'année dernière à 8 ans. Non, mais c'est incroyable. Alors, mais c'est un record qui quand même pose beaucoup de questions. Alors, plein de points de vue. Oui, alors il y a certains petits rigolos sur les réseaux sociaux qui ont demandé si en passant son bac à 9 ans, on pouvait être à la retraite à 50 ans. D'autres si elle aurait le droit de participer aux soirées d'intégration, si toutefois elle partait en école de commerce. Mais plus sérieusement, ça pose de vraies questions liées à l'épanouissement de cet enfant. Écoutez Sophie Vénétité, qui est la secrétaire générale du SNES FSU, interrogée samedi par nos confrères d'RMC. Si elle entame des études supérieures l'année prochaine, il faudra être accompagnée. Si elle est à distance, ça veut dire qu'elle est un peu isolée. Si elle est en présentiel, l'écart peut être assez vertigineux avec des jeunes qui vont avoir 18 ou 19 ans. Eh oui.
Comment va-t-elle suivre des études supérieures entourées de jeunes adultes qui seront en total décalage avec elle? Sylvie Torgman, professeure en pédopsychiatrie, était également interviewée par nos confrères de RMC ce week-end. Voici ce qu'elle en dit. C'est le signe de performance hors norme. Si on avait laissé cet enfant dans la classe qu'elle devait être, elle se serait probablement ennuyée. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Si elle ne trouve pas sa place dans la société à cause d'un trop grand décalage qui n'a pas été pris en considération, elle peut se retrouver avec des difficultés psychologiques et dépressives. En définitive, son potentiel ne pourra pas s'exprimer. C'est ce qu'a confirmé Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne sur BFM TV, toujours ce week-end. Tout l'enjeu pour cette jeune fille, ça va être de poursuivre sa scolarité. Une éducation entourée de pairs qui n'ont pas tout à fait son âge, donc pas tout à fait les mêmes préoccupations. Donc il faudra lui accorder une attention toute particulière pour voir si elle arrive à réguler ses émotions, si elle a des questions, être à l'écoute de ses états d'âme. Et oui, se socialiser évidemment. Alors en termes de record de précocité, est-ce que vous avez des chiffres à nous partager? Alors le dernier record était détenu par 2 jeunes hommes qui avaient passé le bac à 11 ans. C'était en 2018 et 2019, sauf que ce n'est pas forcément un avantage puisque tous leurs vœux Parcoursup et à l'époque aussi d'études supérieures avaient été refusés avant finalement de pouvoir intégrer dans des classes préparatoires. Cette année, le candidat le plus âgé a 76 ans. Ce n'est pas un record parce qu'en 2015, un homme de 93 ans avait passé son bac dans l'académie de Dijon. Malheureusement, il ne l'avait pas eu après 2 essais consécutifs et il est décédé depuis. Il faut savoir que cette édition 2024 réunit 728 164 candidats très précisément. Parmi eux, ils sont 19 296 à passer l'épreuve en individuel, comme cette jeune élève strasbourgeoise de 9 ans. Une demoiselle qui illustre parfaitement cette phrase de Rodrigue dans Le Cid de Corneille. « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » Merci beaucoup Loïc. On en profite évidemment pour féliciter les enseignants du CNED, c'est l'occasion. Évidemment les parents bien sûr et cette jeune fille pour son bac français et son bac. Merci beaucoup. Tout de suite je vous laisse découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Sylvie Tellier. Bonjour Sylvie. Bonjour Malika. Alors, bon, moi je te connais bien intimement, mais le grand public t'a découvert au mois de décembre 2001 lorsque tu as été élue Miss France. Depuis, tu as fait beaucoup de choses, mais surtout, tu as été à la tête de la société Miss France. Oui. Et quand j'y étais d'ailleurs, et tu as quitté tes fonctions en août 2022. Après 17 ans de bons et loyaux services, est-ce que ça a été dur de tourner la page? Difficile, oui et non, parce que tu quittes pas une équipe et un métier que tu as fait pendant 17 ans sans beaucoup d'émotions. Je crois que d'ailleurs ça s'est vu quand je suis partie. Mais c'était pas quelque chose si difficile à faire que ça, parce que j'avais le sentiment que j'étais arrivée, moi, au bout d'un cycle. J'ai vraiment aimé tout ce que j'ai fait, mais voilà, j'avais envie de me renouveler, de me challenger. Donc non, j'étais assez contente en fait d'avoir réussi à passer le cap, parce que ça faisait quelques temps que ça maturait et voilà, le fait de faire le grand saut, c'est pas toujours évident. Et là, tu es là pour la sortie d'un livre. Oui. Mais qui, finalement, peut-être c'est la dernière étape pour tourner la page, je trouve. Parce que oui, c'est un livre qui... Alors, ouais, moi, j'avais besoin effectivement de raconter... de témoigner en fait beaucoup de mon statut de maman, de femme, de mise, de femme chef d'entreprise. Mais couronne et préjugés. Voilà. Donc couronne quand même. Ben oui, on revient quand même à la Miss. Oui, c'est un clin d'œil parce que... Alors, on revient à la Miss, mais bon, c'est plus sur... bon, évidemment, c'est orgueil et préjugés, c'est plus sur le statut de femme, en fait, et sur les difficultés qu'une femme peut avoir aujourd'hui dans notre société, et ce que moi j'ai vécu, ce que ma mère a vécu. Voilà, j'avais vraiment envie d'aborder les préjugés un par un et de leur tordre un petit peu le cou. Les préjugés, tu arrives, toi, aujourd'hui, à t'en moquer? Ah oui, complètement. Depuis toujours? Ça m'a... Pas depuis toujours, parce que ça marque toujours et ça blesse toujours, mais oui, je pense que très vite, j'ai pris pas mal de hauteur sur les choses. Et pour avoir lu le livre, tu es très consciente surtout des préjugés que toi, tu vas véhiculer. Oui. Ouais. C'est quand même pas quelque chose d'avoir conscience, de les énumérer. Oui, mais c'est pas mal d'introspection, mais... Ça veut dire que quand même, tu as dû entendre beaucoup de choses.
Beaucoup de remarques, enfin, pour te dire... Oui, c'est le comportement des gens, en fait. Le comportement des gens, les comportements dans l'entreprise, les comportements des miss. Pas mal de choses qui ont fait naître, en fait, ces préjugés, cette perception. Et puis quand t'es gamine, t'entends aussi beaucoup de choses, tes profs, ta famille. Voilà. On est assez conscient des préjugés que les gens ont envers nous, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les prochains mois ? Alors, j'ai pas mal de choses, oui. Moi, j'étais productrice associée d'un film l'année dernière qui s'appelait We Have a Dream sur le handicap, qui est sorti au cinéma en septembre. J'ai des projets d'émissions de télé. J'écris beaucoup, en fait, et pas mal de projets encore ciné, production, voilà. Des choses sympas. On arrête de se projeter dans le futur. On fait un petit retour dans le passé. Alors, pour commencer, où est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi en Vendée. Mes parents bougeaient beaucoup et moi je suis née à Nantes et je suis arrivée au Sable d'Olonne en Vendée en 80, je sais plus, en 89, un truc comme ça. Mes parents venaient de divorcer, enfin allaient divorcer et j'ai grandi au Sable d'Olonne. Ton enfance là-bas, c'était comment ? Oh bah, c'est chouette de vivre au bord de la mer parce que c'était une vie douce. Moi je dis souvent, j'ai eu la chance de vivre en province, dans une petite ville. Et c'était une vie qui était assez douce, bon, avec un contexte familial très compliqué, mais quand même dans un clan de femmes et où j'ai des très très bons souvenirs. Pour qu'on puisse comprendre, pourquoi tu dis un contexte familial très compliqué ? Parce qu'il y avait pas de papa. Alors je le raconte dans le bouquin et c'est un peu long parce qu'on ne peut pas le résumer comme ça et voilà, faudra aller découvrir tout ça. Mais un papa qui est parti, qui a laissé maman qui avait 40 ans, qui n'avait pas de travail, avec 3 filles à charge. Et voilà, une famille de filles qui se construit et qui survit. Enfin, non, je n'ai pas beaucoup de voix, mais j'ai un petit qui m'a fait une petite nuit fatiguée. Donc, j'en ai encore un qui est tout petit. Et ça fait partie des petites nuits de maman. Et je crois que j'ai perdu ma voix. Tout va bien. C'est sexy, hein ? Pas toujours. Du coup, ça t'a appris à t'endurcir, j'ai l'impression, ou à savoir compter que sur toi-même. Il y a la sororité aussi qui intervient. Oui, il y a la sororité qui est très importante entre femmes. Mais effectivement, ça m'a endurci. Ça m'a appris déjà à pas écouter les autres, à pas écouter les gens qui veulent te décourager. Et puis à écouter les autres, en fait. Je pense que ça m'a appris aussi à potentiellement être un peu plus à l'écoute des autres et avoir envie, moi, de faire gagner du temps un peu à des profils qui, peut-être, avaient vécu ce que j'avais vécu. Tu as 2 sœurs ? Oui. Toi, tu te situes comment dans le... Je suis au milieu. Ok, c'est pas trop la position facile, normalement. Ben, je sais pas, il paraît que c'est la position la plus difficile d'être au milieu. Je sais pas. Moi, j'étais pas si mal, en fait. On a l'impression que tu as un peu endossé le rôle d'aînée, je trouve. Ma sœur a été dans le sens des responsabilités. Alors, ma sœur a vraiment été l'aînée émotionnelle. Ma sœur, elle a vraiment accompagné maman. Moi, au milieu, j'étais la planquée, j'étais la sérieuse, j'étais la comptable, j'étais la raisonnable. Donc, mais non, ma sœur a vraiment eu le rôle de grande sœur. Et la dernière, alors ? Et la dernière, c'était celle qu'on devait protéger, c'était la sensible, et puis c'est devenu le petit bout en train. Toutes les 3 très complices ? Oui. Immédiatement ? Ah, pas automatiquement. Quand on était ado, c'était compliqué parce que quand vous grandissez dans une famille où il n'y a pas beaucoup d'argent, automatiquement, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de l'envie. On avait 4 ans d'écart, toutes les 3. Donc, non, une période d'adolescence un peu compliquée, mais je pense que ces années, on a 4 ans d'écart chacune, ces années, elles se sont gommées, en fait, à partir du moment où on a passé la vingtaine. Aujourd'hui, j'allais dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes plus complices que jamais, quoi. Ah, c'est oui, vraiment ton socle et ta base. Ah oui, j'ai des très bonnes amies, mais je dis souvent que mes sœurs sont mes meilleures amies, vraiment. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Sylvie Tellier, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. L'éducation, c'est pas quand même la garderie de l'absence de l'autorité parentale, quand même. Hein. C'est donc chacun doit faire son boulot dans la vie. L'autorité parentale, ça a un sens. Réel. Donc le cours d'empathie, bon, vous dites que chacun balaye devant sa porte. Est-ce que c'est l'éducation civique où on apprend ce que c'est que savoir. À l'époque, on apprenait, on nous expliquait qu'il fallait apprendre à se lever dans le bus quand il y a une personne âgée qui rentrait. On en est loin. Est-ce que c'est de l'empathie, ça? C'est du savoir-vivre. Ouais. C'est du savoir-vivre. Alors on peut dire empathie, oui, après tout, si on apprend à respecter les autres, surtout qu'on est dans une société aujourd'hui, par les portables, par la rapidité de la vie, on n'écoute plus l'autre.
Et on voit bien d'ailleurs, on est toujours sur le portable toute la journée, on voit tous ces jeunes assis à côté, et il y en a 4 sur le portable, ils ne se parlent pas. Apprenez à vivre ensemble, vivre ensemble. Vous commencez par expliquer que le fait de devenir père, ça entraîne d'abord tout bêtement des changements physiologiques. Oui, c'est ça. En fait, on a parlé auparavant de l'ancienneté de l'implication paternelle dans notre espèce. Et on a des traces maintenant biologiques de cette ancienneté, notamment des changements hormonaux. Donc lorsque les hommes deviennent pères, on observe plusieurs changements hormonaux, le plus impressionnant étant la chute de la testostérone, d'en moyenne 33%, et l'augmentation d'autres hormones comme l'ocytocine, hormone de l'attachement, et la prolactine, hormone de l'allaitement. Et ces différents changements favorisent la réceptivité du père aux pleurs du bébé, aux soins du bébé, l'empathie, autant de compétences importantes lorsqu'on devient père. Et à l'inverse, ça rend le père moins agressif et moins intéressé par la sexualité. Donc on pourrait dire que la biologie aide les hommes à rentrer dans ce rôle de père. On pourrait parler d'instinct paternel. C'est ce que j'allais vous demander, parce que je sais que l'instinct maternel, et on en a débattu avec certains invités sur ce plateau, son existence est débattue, mais au fond, il y a des traces de ce qu'on pourrait appeler un instinct paternel. Oui, c'est ça, un instinct biologique paternel, mais qui est en interaction à l'environnement. On sait par exemple que cette chute de testostérone est vraie pour tous les pères qui sont avec la mère, qui habitent avec la mère. Mais si l'homme s'occupe ensuite très peu de ses enfants, on voit le taux de testostérone ça remonte tout de suite, alors qu'il reste bas chez les pères qui s'occupent le plus de leurs enfants. Ils sont à la recherche de quoi, ces jeunes aujourd'hui qui entrent sur le marché du travail? Est-ce que c'est plutôt un métier rémunérateur, être bien dans son job aussi, avoir une bonne équipe, un bon manager avec qui on s'entend bien? Qu'est-ce que vous avez vu dans votre... Alors justement, c'est ça, c'est-à-dire que y a quelque chose qu'on peut, je dirais, anticiper comme une sorte de, peut-être une petite surprise, hein, c'est-à-dire qu'on a une génération, les 18-24, que l'on dit en quête de sens, très intéressée par la question des valeurs, par la RSE, donc c'est des points évidemment clés et importants. Mais pour autant, lorsqu'on demande finalement qu'est-ce qui compte le plus dans le job, le premier critère, ça reste quand même le salaire. Et donc là, je pense qu'à cet égard, il n'y a pas vraiment de différence entre eux et leurs prédécesseurs, on va dire, sur le marché du travail. Le deuxième aspect qui est important pour eux, c'est la question de l'ambiance au travail. Donc ça, peut-être, là, c'est un peu plus nouveau, on dira, par rapport à cette génération-là. Et puis ensuite, c'est la question de la flexibilité. Être flexible dans les horaires, être flexible, pouvoir être polyvalent. Alors le télétravail, pas autant que ça, justement. La génération actuelle est pas si fan du télétravail. On pourra revenir dessus pourquoi. Là, il y a des raisons un peu presque sociologiques derrière. Mais voilà, la flexibilité pour pouvoir avoir une vie privée et une vie professionnelle bien distinctes. Ça, ils aspirent vraiment à ça. Ils veulent pas trop mélanger les choses et pouvoir être épanouis des deux côtés. Une famille monoparentale, c'est une maman seule. Donc, je sais, j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est un pourcentage écrasant, 80%. Mais voilà. il y a peut-être un mot là-dessus. La notion de famille monoparentale est très datée. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, il s'agit d'un abus de langage. C'est-à-dire ça n'est pas, dans la plupart des cas, une famille monoparentale, mais un ménage monoparental. Oui, c'est ça. Voilà. Et l'enfant ou les enfants ont un père, la plupart du temps, qui les a reconnus, qui est là, qui peut les voir, s'occuper d'eux, etc. Et donc, l'inconvénient de ce genre de notion de famille monoparentale, c'est qu'on va négliger le père, ou alors comme le voir essentiellement comme un pourvoyeur de revenus à la mode du 19e siècle, donc payer une pension alimentaire, etc. Et beaucoup moins se préoccuper comment favoriser le lien, comment favoriser la garde, comment favoriser la relation, etc. Et finalement, ce qu'a fait Emmanuel Macron est intéressant. Il a souhaité donc ouvrir un débat autour de cette idée. Faudrait-il transformer le droit de visite et d'hébergement en devoir de visite et d'hébergement? Ça va un petit peu dans le même fil que d'autres propositions autour de la résidence alternée par défaut en cas de désaccord des parents. Qui existe depuis plus de 20 ans et dont on voit qu'elle stagne un peu malgré tout. Enfin, que c'est un peu une solution pour riches et bien portants, enfin, parce qu'il faut se la payer. Et, en fait, il y a une force d'inertie des tribunaux, des avocats, etc.
alors qu'on sait, on a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que, en moyenne, la résidence alternée est favorable au bien-être de l'enfant, au bien-être du père, au bien de la relation, et on ne le dit pas assez, au bien-être de la mère, à l'employabilité de la mère, à la possibilité de la mère de se remettre en couple, etc. Ce qui fait qu'au contraire de la France, dans d'autres pays, comme dans les pays anglo-saxons, ce sont plutôt des groupes féministes qui militent pour la résidence alternée. On continue à parler de ce baromètre aussi que vous avez publié, 2e édition cette année. On apprend notamment que les jeunes femmes s'estiment lésées. Elles regrettent de ne pas toucher le même salaire que leurs collègues masculins. Ça, jusque-là, on les comprend. Des jeunes garçons qui ne perçoivent pas, en revanche, ces inégalités du même œil. Alors ça, c'est une nouveauté du baromètre par rapport à la première édition. On a fait un focus homme-femme pour se dire, est-ce qu'il y a une vraie différence de perception sur ce sujet du bonheur au travail ? Et la réponse est oui, comme vous l'avez dit, puisque 76% des jeunes femmes estiment qu'elles seront moins bien payées que les hommes, et 72% qu'elles auront moins de responsabilités, elles auront plus de difficultés à accéder aux postes à responsabilité. Donc, elles se projettent. Elles se projettent. Donc, ce qu'on peut anticiper aussi, c'est que ce sont ce qu'on appelle les anticipations autoréalisatrices, puisque réellement, là, on est sur des sujets de plafond de verre, et puis effectivement, comme il y a des vraies inégalités de salaire, en réalité, on anticipe qu'elles vont être réelles, y compris pour soi-même. Bien sûr. Ce qui est intéressant par ailleurs, c'est qu'effectivement, chez les hommes, c'est pas cette perception-là. Eux, il y en a que 50% qui pensent qu'ils seront finalement mieux payés que les femmes. Et sur la responsabilité, 53%. Donc là, l'écart est beaucoup plus faible. Donc, ce qui veut bien dire que le sujet, il est non seulement de faire en sorte de dépasser le plafond de verre pour les jeunes femmes, mais aussi de mieux éduquer les jeunes hommes à ces sujets-là, pour qu'ils les adressent, puisque eux-mêmes seront des futurs managers, des futurs entrepreneurs, etc. Et donc ils aient bien conscience aussi qu'ils ont un impact eux-mêmes sur le sujet s'ils veulent s'en préoccuper. Redonner l'autorité aux enseignants toujours l'autorité. Ça, c'est une donnée de base. C'est pas... on peut discuter, dialoguer, mais on tranche et on applique. Voilà. L'autorité est absolument indispensable et nécessaire. Elle est demandée par les élèves eux-mêmes. Elle est demandée par les professeurs. Elle est demandée par les parents. Donc il faut l'appliquer, l'autorité. Il ne faut pas avoir peur de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas quelque chose de négatif. L'autorité, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on explique ce que c'est que notre société dans laquelle on va vivre ensemble collectivement. Et éducation et autorité, pour un ministre de l'Éducation nationale, politiquement, c'est jouable ? Mais bien sûr. On demande de l'autorité. Tout le monde demande de l'autorité. Le professeur a besoin d'avoir son autorité dans sa classe. Je me souviens très bien, quand le professeur n'avait pas d'autorité, on faisait n'importe quoi. N'importe quoi. Et les professeurs qui avaient de l'autorité, ils nous imposaient la même classe, mêmes élèves, même conditions sociales. Suivant l'autorité du professeur, ça se passait ou ça se passait pas bien dans le cadre de l'éducation et de la transmission. Donc l'autorité est nécessaire. Et il faut aider les professeurs qui ont moins d'autorité naturelle pour qu'ils puissent avoir des règles intérieures dans le lycée ou dans le collège, dans la classe, de façon à ce que ça soit respecté. C'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est toujours un bonheur de vous avoir. À la réalisation aujourd'hui, je remercie Romain Luc. Le son, c'est Thibaut Gris-Lafont. Maquillage, Laure Audemont. Coiffure, Marine Plantec. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.